Une page historique se tourne demain au Royaume-Uni où les travaillistes de centre-gauche devraient infliger une cuisante défaite aux conservateurs au pouvoir depuis 14 ans, à l'occasion, oui, d'élections législatives marquées par la poussée récente de la droite dure. Vous savez, Nigel Farage, qui avait beaucoup fait parler de lui à l'occasion du Brexit. Alors on va essayer de regarder les choses à la fois du côté du Royaume-Uni, puis de croiser le regard d'Adrian Pabst avec la réalité française, et puis d'une manière générale, de l'état des sociétés occidentales qui se trouvent dans une impasse avec un libéralisme sauvage et des tentations identitaires qui poursuivent leur travail de destruction des bases d'une vie commune. Adrian Pabst a beaucoup réfléchi au sujet à l'aune de plusieurs ouvrages. Citons Penser l'ère post-libérale, publié aux éditions des Clés de Brouwer, c'était en 2021. Il est professeur des universités en pensée politique à l'université du Kent. Et donc, je le disais, politologue d'origine allemande qui vit en Angleterre et qui parle français. Bonjour Adrian Pabst. Bonjour Louis, merci beaucoup de votre invitation. Ravi d'être avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire d'abord comment les Britanniques se préparent à l'échéance de demain et est-ce qu'il y a un point commun avec notre échéance électorale à nous ? Oui, alors les élections demain, c'est un seul tour, il n'y a pas deux tours, et ça se passe de 7h du matin à 22h, et donc on aura une première idée du résultat vers 22h, heure de Londres. Alors, il y a quelques points en commun. Premier point en commun, c'est que c'est des élections législatives anticipées. Monsieur Sunak, le Premier ministre britannique actuel, avait donc convoqué ces élections à la fin du mois de mai. C'était une grande surprise pour son parti, pour les autres partis, pour tous les électeurs. Parce qu'en fait, le Parlement actuel aurait pu continuer jusqu'au mois de janvier. Oui. 2025. Donc voilà, premier point en commun. Deuxième point en commun, un sentiment d'alternance. Comme vous venez de dire, au bout de 14 ans de gouvernement conservateur, le peuple britannique s'apprête à donner une majorité, et vraisemblablement une majorité assez large, au parti travailliste, donc parti centre-gauche. Mais donc c'est aussi une première différence, alors que l'Europe, en général, les pays membres de l'Union européenne se dirige plutôt vers la droite. On a vu ça avec les élections européennes récemment, et maintenant les élections législatives en France. Au Royaume-Uni, c'est plutôt vers la gauche que le peuple se tourne, pour des raisons d'alternance, mais aussi pour des raisons idéologiques. Les conservateurs n'ont pas su gouverner le pays dans l'intérêt national. Ils n'ont pas su construire un modèle économique et social qui fonctionne pour la majorité, et donc le peuple demain leur infligea une défaite écrasante, peut-être même historique. Adrian Pabst, la figure de Keir Starmer, qui devrait être Premier ministre, puisque ce poste revient au chef du parti politique qui obtient la majorité des sièges aux législatives, c'est une figure un petit peu austère, qui n'est pas charismatique, pas très populaire. C'est aussi ce que souhaitent les Britanniques ? Alors, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Figure austère, peu charismatique, juriste, ce qui est très bien, bien sûr. Moi, je viens d'une famille de juristes, donc c'est pas du tout une critique. Sauf que c'est pas quelqu'un qui est un animal politique, au départ. C'est quelqu'un qui conçoit la politique comme le devoir de résoudre des problèmes. Il n'a pas vraiment une idéologie, une vue du monde au-delà des problèmes qu'il confronte et qu'il entend résoudre. Est-ce que les Britanniques souhaitent un tel Premier ministre ? Oui, après 14 ans de chaos, oui. Parce que, en tout cas, depuis le Brexit, on a eu 4 premiers ministres. Je ne sais plus combien de ministres des Finances. Donc, ça a été le chaos. Ça a été un peu le désordre politique. Donc, c'est sûr que les Britanniques souhaitent la stabilité et souhaitent une certaine continuité. Le problème, je pense, auquel le parti travailliste fera face très, très vite, c'est qu'il y a énormément d'attentes pour un changement économique et social. Et le parti travailliste propose pour l'instant des mesures très, très modestes. Quelques réformes ça et là, et je pense qu'il y aura un écart très vite entre les attentes et ce que le parti propose de faire. À voir si, une fois au pouvoir, le parti va découvrir quand même une certaine radicalité économique, parce que sans cela, sans des réformes économiques de fond,
d'ici 4-5 ans, lors des prochaines élections, il peut y avoir un autre retournement et pas du tout impossible que le parti conservateur ou peut-être une fusion avec le parti de M. Farage reviendra au pouvoir, plutôt dans une veine, disons, de populisme national. Expliquez-nous, Adrian Pabst, vous qui êtes politologue et qui regardez la manière dont évoluent les sociétés occidentales, on voit ce qui distingue d'un point de vue électoral et politique le Royaume-Uni et la France, hein, la gauche, la droite, les évolutions du clivage, les attentes, etc. Mais est-ce qu'il y a des points communs du point de vue de l'évolution de l'état sociétal de la société au Royaume-Uni et de la société française? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Il y a beaucoup plus de communautarisme au Royaume-Uni, ça on le sait par exemple, il y en a moins en France où l'État est plus présent. Est-ce que ça suffit à les distinguer ou est-ce que finalement l'Occident est embarqué dans la même aventure? Je crains que l'état de la société ici, au Royaume-Uni, est encore pire qu'en France ou dans les autres pays continentaux pour une raison assez simple, c'est que le modèle économique ne fonctionne plus et depuis bien longtemps. C'est pas vraiment au niveau du chômage, mais c'est plutôt au niveau des inégalités, c'est au niveau de la précarité des emplois, des salaires. Et puis, c'est surtout parce que le modèle est plutôt d'inspiration américaine. Et donc, c'est un capitalisme, si ce n'est sauvage, mais quand même très fort. Et ça amène à quoi? Ça amène à trois phénomènes. Une concentration des richesses, une centralisation du pouvoir, pas juste du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir économique et financier, hein, surtout à Londres, surtout dans la City, hein, qui est quand même le centre financier du monde. Et puis, troisième phénomène, c'est la marchandisation de la société. Tout se transforme en marchandise. La connaissance, les savoirs, l'éducation, la famille, tout. Et tout ça, ça nous amène à quoi? À une société très atomisée. Beaucoup plus atomisée qu'en France ou dans les autres pays continentaux. Mais de ce fait, les partis peinent à gouverner parce qu'une société atomisée, c'est aussi une société qui finalement devient de plus en plus autoritaire. Autoritaire au sens où les pouvoirs économiques, financiers, technologiques finissent par dominer et la politique ou même le politique finalement peine à s'imposer. La démocratie n'est pas dans un très bon état. On voit ça avec la participation demain, on aura une participation à peine de 60%. Et donc, même si le gouvernement travailliste remporte une grande majorité, une majorité peut-être même écrasante, il aura le soutien finalement d'à peu près un quart de l'électorat. Donc, il y a quand même ce problème-là que le système démocratique aujourd'hui est vraiment en panne. Donc, il y a des ressemblances, mais aussi des différences. La question qui se pose finalement, c'est qu'est-ce que le Royaume-Uni veut devenir comme pays? Est-ce que ce sera plutôt un pays qui ressemble de plus en plus aux États-Unis, ou est-ce que c'est un pays qui retrouve son identité, qui retrouve ses racines et qui arrive à développer un modèle qui n'est ni celui des États-Unis, ni peut-être celui du continent, mais quand même avec des points communs culturels avec l'Europe beaucoup plus forts que les États-Unis. Je dirais, il y a quand même une culture européenne qui nous réunit bien au-delà de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, c'est pas la classe politique britannique qui parle des valeurs, c'est pas la classe britannique qui parle de la civilisation, c'est une classe politique très utilitariste, donc qui manque une vision. Et je pense que c'est ça aussi que les gens ressentent. Il y a ce vide idéologique, et on sait très bien que quand il y a un vide idéologique, il est rempli par des forces assez extrêmes, ou bien idéologiques, ou bien des pouvoirs économiques, financiers ou technologiques. Comment regardez-vous, Adrian Pabst, la situation française où il y a deux extrêmes qu'on appelle aussi par facilité extrêmes, qui ont tendance à écraser ce centre que représentait le macronisme? Comment interprétez-vous cette configuration? Je pense qu'en France, il y a eu d'abord décomposition de l'ancien système politique avec les deux grands partis, le parti socialiste et puis les partis de droite, le RPR à l'époque et puis plus récemment les Républicains, au profit effectivement de trois blocs, le bloc centriste et puis le bloc de gauche et le bloc de droite. Alors, est-ce qu'on peut parler d'extrême? Oui, parce qu'évidemment, vraiment à l'extrême de l'échiquier politique, il y a des
il y a des forces ou bien révolutionnaires du côté de la gauche dure, ou bien des voix extrêmes du côté de la droite. Sauf que je pense aujourd'hui, à part, disons, la France insoumise et à part peut-être Reconquête, les forces ne sont plus vraiment extrémistes. C'est la nouvelle gauche et la nouvelle droite, je pense, dont il faut parler, pas tellement de l'extrême Mhm. gauche, l'extrême droite. Donc il y a eu à la fois décomposition et recomposition de la politique. Mais effectivement, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a plus vraiment de force majoritaire. Le bloc centriste l'a été pendant à peine 5 ans, entre 2017 et 2022. Mais déjà, lors des législatives en 2022, M. Macron a perdu sa majorité. Et aujourd'hui, à voir si un des trois blocs est vraiment majoritaire. Je pense que le grand danger pour la France, c'est la paralysie, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement avec une majorité des sièges à l'Assemblée nationale, et puis une instabilité jusqu'aux prochaines présidentielles. Et au fond, je pense un des problèmes de la Ve République, ça a été pas tellement toutes les institutions, mais le changement du septennat au quinquennat. Parce qu'avec ça, on a créé une hyper-présidence, on n'a pas vraiment mis en valeur le Parlement et le gouvernement qui donc doit avoir une majorité des sièges et la confiance du Parlement. Et avec une hyper-présidence, tout se concentre là-dessus. Et quand la présidence, quand le président de la République ou la présidente de la République n'arrive pas à résoudre les problèmes comme l'immigration de masse, comme l'insécurité, comme l'économie, eh ben, on voit très bien que le reste du système politique est en panne. Adrian Pabst, vous avez publié avec un théologien chrétien anglican, John Milbank, un ouvrage qui s'appelle La politique de la vertu. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment peut-on le relier à la situation présente ? Alors, cet ouvrage, La politique de la vertu, met en avant une thèse assez simple. C'est que on ne peut pas réduire la politique à la simple recherche du pouvoir ou de la richesse, mais que la politique, au fond, c'est la reconnaissance de l'autre. C'est une reconnaissance mutuelle de tous les talents, de toutes les vocations. Et au centre de cette vision de la politique est la vertu. La vertu, c'est pas une théorie, c'est pas une abstraction, c'est d'abord une pratique. Le courage, la justice, et les autres vertus comme la générosité, la loyauté, et toutes les vertus qu'on connaît, c'est d'abord une pratique. Et nous pensons, avec John Milbank, que les gens sont naturellement enclins vers la vertu. Que oui, bien sûr, il y a le péché, bien sûr, il y a le vice, mais la vertu est quand même fondamentale à la nature humaine et devrait être fondamentale à la politique. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est finalement la façon de vivre ensemble en société. Et la vertu en fait partie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour la politique ? Je pense que ça signifie deux choses. Premièrement, le besoin de former une nouvelle élite politique, mais aussi une nouvelle élite économique, culturelle. Et d'ailleurs, chacun peut faire partie d'une élite à différents niveaux de la société. Chacun peut faire partie de l'élite. Et puis, il faut aussi une plus grande participation du peuple au pouvoir, à la richesse et aux questions sociétales. On a créé des systèmes où finalement nous sommes dominés par une petite élite qui représente à peine 20%, et où 80% de la population ne se sentent pas représentés vraiment, sont exclus de l'économie ou des questions culturelles. Donc il faut une nouvelle élite plus vertueuse et puis aussi une beaucoup plus grande participation populaire au pouvoir. Et quand vous voulez dire qu'il faut penser l'ère post-libérale, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire, premièrement, que le libéralisme n'est plus l'idéologie hégémonique. Oui, le libéralisme existe encore, idéologiquement et institutionnellement, mais ce n'est plus tellement dominant comme ça l'a été pendant 20-30 ans après la fin de la guerre froide. Donc, c'est l'après de libéralisme, et puis aussi une politique qui ne se définit plus en termes libéraux, c'est-à-dire où on ne pense pas que la politique se réduit à l'utilité économique ou bien aux droits individuels. Il faut quand même penser la politique comme justement la recherche de la reconnaissance mutuelle, la recherche du bien commun, la recherche de la vertu.
Et c'est ça qui importe aujourd'hui. Les gens, évidemment, sentent que l'utilité économique, ça a sa place, que les droits individuels, c'est important, mais c'est pas l'ensemble de la politique. Donc, il faut mettre en avant une vision du bien commun. Et la recherche du bien commun, c'est la pratique de la vertu. C'est justement essayer de coexister avec l'autre d'une façon à ce que mon bonheur et le bonheur de l'autre soient assurés. Et aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment de la réciprocité entre les personnes. On parle beaucoup trop ou bien des individus ou bien du collectif. Et on ne parle pas du bien commun. Et le bien commun, ce n'est pas l'intérêt général. C'est vraiment très, très différent de l'intérêt général, ce qui est finalement juste une somme de tous les intérêts particuliers. Le bien commun, c'est comment est-ce que je peux mener une vie bonne et en même temps, comment les autres peuvent mener une vie bonne aussi. Avec des différences, avec bien sûr des désaccords, mais des désaccords qui peuvent être réconciliés autour de cette idée que finalement, nous faisons partie d'un corps politique, d'un corps social. Et le premier corps de la société, c'est la famille. Donc, il faut mettre en avant la famille, la dignité du travail, les communautés, ce qui n'est pas la même chose que le communautarisme, mais il y a quand même des communautés importantes, religieuses, locales, territoriales. Donc, c'est une politique très différente de celle qu'on a certainement dans le monde anglo-saxon aujourd'hui. Et aussi en France, où l'État, quand même, empêche beaucoup l'émergence de communautés en vertu du principe de subsidiarité qu'il devrait respecter. Absolument. On a ou bien le problème d'un marché effréné dans le monde anglo-saxon, ou bien d'un État beaucoup trop dominant et contrôlant du côté des pays continentaux, ou bien une fusion des deux. Parce qu'en fait, même le système du marché libre, ou du soi-disant marché libre, repose souvent sur un État très, très dominant, très, très autoritaire. Donc, il faut dépasser tous ces clivages, État-marché, individu-collectif, vers un État beaucoup plus décentralisé, subsidiaire, mais aussi un État qui prend ses responsabilités. Par exemple, pour la politique industrielle, il faut un État quand même qui fait des choix, dans l'intérêt national au profit du peuple. Il ne faut pas un État qui se désiste et qui va dire on va laisser ça à la mondialisation, à l'économie mondiale. Donc, c'est pas juste le recul de l'État, c'est une réforme de l'État pour qu'il soit vraiment au service du peuple. Adrian Pabst, est-ce que les élections ne donnent pas l'illusion qu'il y a encore des nations constituées qui partagent un destin commun, alors que le vrai clivage, c'est l'élite mondialisée qui est détachée de toute frontière et ceux qui sont enfermés dans des frontières parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire valoir la mobilité. Ils ne sont pas assez riches pour être mobiles. Alors, je pense que ce phénomène-là existe tout à fait dans tous les pays occidentaux, allant des États-Unis et du Canada jusqu'à l'Europe de l'Est, et d'ailleurs aussi des nations comme le Japon ou la Corée du Sud qui sont nos alliés dans le monde. Donc oui, effectivement, il y a eu un déclassement des classes populaires et une élite mondialiste. En même temps, le danger existe aussi du côté d'un nationalisme ethnique qui est aussi un danger parce qu'il ne crée pas une identité civique partagée et commune. Donc, il faut résister à la fois au mondialisme et au nationalisme. Et il faut mettre en avant un patriotisme civique généreux, qui a aussi qui a aussi la vocation d'intégrer ceux qui nous ont rejoints, parce que l'immigration, alors qu'aujourd'hui elle est trop forte, reste une réalité. Et on ne pourra pas la réduire à zéro parce qu'on a une démographie qui est beaucoup trop faible. Donc, il y a aussi cette question comment intégrer les populations immigrées. Et donc, je pense que ça se fera mieux sur un modèle patriote qu'un modèle nationaliste. Mais effectivement, l'élite mondialiste reste forte. Mais depuis la crise financière de 2008 et depuis d'autres chocs, on voit quand même que les classes populaires s'affirment. On a vu ça aussi avec les Gilets jaunes en France. Aujourd'hui, la question est de savoir qui peut donner une forme politique à cette révolte populaire. Est-ce que ça sera la droite ou est-ce que ça sera la gauche, peut-être du côté britannique? À voir, mais si la politique ne donne pas une forme à cette révolte populaire, on a le danger d'un vide et justement la montée des extrêmes dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Adrian Pabst de nous avoir fait partager vos réflexions ce matin. Politologue, professeur des universités à l'université du Kent en Grande-Bretagne. Et je rappelle l'ouvrage avec John Milbank, La politique de la vertu, et puis Penser l'ère post-libérale aux éditions DDB. Excellente journée.